Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 26 octobre 2018, il est 13h53. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai crié comme ça? Parce que et aujourd'hui on va vous parler des maîtres de l'univers. Il ne s'agit pas de la série animée parce que ni du film, enfin c'est un peu complexe donc mais pas tant que ça. Les maîtres de l'univers donc c'est Musclor, Skeletor, She-Ra, tout ce que vous voulez. Il y avait des dessins animés, il y avait des jouets, oui, mais pas que ça. Il y avait aussi un film avec Dolph Lundgren que j'avais vu autrefois et que j'en garde un souvenir assez plutôt pas mal, mais je ne l'ai plus, il faudra que je le rachète. Là, il s'agit en l'occurrence des deux films d'animation, puisqu'il y a eu deux films d'animation des Maîtres de l'Univers, et dans une édition collector. Donc, je l'avais acheté il y a un an à peu près, je crois un truc comme ça, sur le site internet Rush On Game. Je crois que c'est .com. C'est un site de vente privée, principalement de jeux vidéo, mais de temps en temps, ils ont des animés. Et quand je l'avais vu, ça, je sais plus à combien c'était, peut-être à 9 euros, un truc comme ça. Le coffret, un collector avec deux films, je me suis dit, voilà, il me le faut. Alors, les maîtres d'univers, j'en garde peut-être un peu moins de souvenirs de mon enfance que Zouglut, qui a peut-être plus de souvenirs. Moi, je me souvenais surtout de Skeletor, mais c'était pas le dessin animé que j'ai le plus regardé. J'ai plus de souvenirs de Jace et les Conquérants de la Lumière, les mystérieuses cités d'or, les mondes engloutis, Albator, Cobra, Juliette, je t'aime un petit peu, mais pas tant que ça. Max et compagnie, enfin voilà. Mais les maîtres d'univers, j'étais passé un petit peu à côté. Juliette, je t'aime. Alors, Juliette, je t'aime. qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on a deux films d'animation qui sont sortis en 85. Alors, ça nous dit les films cinéma inédits. Alors oui, on n'est pas en week-end et on l'a terminé en fait ce midi, ce coffret-là. On avait commencé puisqu'on regardait avant les épisodes, les films clochettes, si te plaît, Zolute. On regardait les films clochettes avant, en milieu de semaine, généralement les mercredis ou les jeudis soirs, à titre d'un film par semaine. Et puis donc du coup, après avoir fini Clochette, il y a 15 jours, on avait commencé Les Maîtres de l'Univers, on avait vu le premier film. On devait voir le second film la semaine dernière, mais ça n'a pas pu se faire, on a eu un emploi un petit peu anarchique. Du coup, on a vu hier soir le deuxième film, et il y avait également un petit documentaire intéressant de 15 minutes sur le troisième DVD, que l'on a vu finalement ici tout à l'heure en mangeant. Alors, de quoi ça parle exactement? Alors, film 1, Le secret de l'épée. Un mystérieux glaive semblable à celui de Musclor semble animé de vie et tire à la sorcière de son réveil. Quel étrange secret peut bien renfermer cette épée? Quel message veut-elle transmettre? Convoqué au château des ombres, Musclor apprend qu'il doit retrouver le propriétaire disparu quelque part dans l'univers et lui transmettre son héritage. Partant ainsi pour le monde lointain et inconnu d'Etheria, il va découvrir un monde colonisé par Hordak, le chef sanguinaire de la Horde, et vivre l'aventure la plus fantastique de sa vie. Audio mono, langue française, durée 1h28. Alors on va commencer déjà par ce film-là. Alors, ce film-là, donc c'est un petit peu, donc c'est vrai que j'ai appris, je sais plus, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait une deuxième série qui ressemblait ou qui pouvait être une suite, qui s'appelait She-Ra. Et en fin de compte, du coup, le deuxième film il est centré principalement sur l'histoire de She-Ra. Donc une autre série qui est dans le même univers que les Maîtres de l'Univers, que Musclor. Et pour la simple et bonne raison que She-Ra a également des pouvoirs comme le prince Adam, et avec une épée magique elle peut se transformer. Je ne vais pas vous dire qui est She-Ra parce que ce serait un spoil un petit peu dommage. Voilà, mais voilà, vraiment ça, quand on a découvert qui est She-Ra, tout ça, on est resté un peu sur le cul avec Zulut. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Du coup, on voit très peu Skeletor dans ce film-là. Il apparaît un petit peu, notamment plus vers la fin quand même du film. Mais le méchant principal, c'est Hordak. Puisqu'en fait, fin de compte, il y a deux univers plus ou moins parallèles qui peuvent être reliés par un portail qui permet de traverser d'un univers à l'autre. Dans le premier univers, donc celui qui est connu dans le dessin animé, où c'est le prince Adam qui se transforme en Musclor, avec son tigre également qui peut se transformer, tout ça, donc il combat Skeletor et ses sbires, tout ça. Enfin, après, je sais pas exactement le contexte. Est-ce que toi, tu saurais me dire plus en détail l'objectif des Musclor, tout ça, un petit peu comment ça se passe dans son univers, non? Non,
Il combat Il combat Skeletor et puis voilà. Et les méchants. Et les méchants, d'accord. Très bien, c'est très constructif. donc voilà, donc on a cet univers-là. Et puis on a un autre univers avec des mystérieuses jeunes femmes qui travaillent pour Hordak, pour la Horde. Et la Horde, c'est vrai que la Horde, ça peut faire penser à plein de choses. Déjà, la Horde, World of Warcraft, mais bon, ça c'est sorti bien après. Donc, la Horde, il y a un film qui s'appelle La Horde, mais ça n'a rien à voir. Donc, voilà, la Horde, donc pourquoi pas. Mais voilà, elle pense être du côté des gentils, sauf qu'elle est du côté du méchant. Elle est manipulée, elle est contrôlée. Voilà, tout ce qu'on veut. Et donc, cette jeune femme, mystérieuse jeune femme, elle a un lien avec l'épée mystérieuse que doit lui remettre Musclor. Et donc là, c'est dans un autre univers, donc l'univers d'Eteria, c'est ça qu'ils disent. Et là, vraiment, cet univers, il est sous la tyrannie de Hordak, donc c'est un autre méchant différent. Et donc la plupart, donc une grosse partie de l'histoire va se dérouler dans cet univers avec Musclor qui va tenter de réaliser sa mission. Et du coup, il va se faire aider et il va aider également la résistance, donc un groupuscule de résistants qui se sont mis en place pour contrer Hordak. Et il se trouve que le passé de Skeletor est lié au passé de Hordak, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler non plus. Et en gros, donc, enfin voilà, je ne veux pas spoiler, donc j'irai pas plus loin là-dessus sur ce terrain. Un terrain glissant où le spoil pourrait être un peu dommageable si vous regardez le film, si vous ne connaissez pas l'histoire du film. Après, donc voilà, globalement, le film était pas mal, donc c'était un peu comme une découverte pour moi, puisque j'avais très très peu de souvenirs des maîtres d'univers, donc The Glut qui a pu se rappeler de certaines choses, mais par contre, toi tu me disais, tu ne voyais pas le tigre de cette manière, c'est ça? Oui, non, mais. Dans tes souvenirs, le tigre n'était pas comme ça. C'est bien comme ça, mais je sais pas pourquoi. Voilà, après, des fois, les souvenirs, on s'imagine des trucs, et puis les souvenirs avec le temps peuvent être un petit peu déformés. Voilà. Donc on a noté, le seul point négatif sur ce film là, c'est qu'on a noté quand même quelques longueurs. Il y a eu des moments, on croit que c'est terminé, tout va bien, et puis ça repart sur autre chose. Après, tu crois que c'est fini, ça repart encore sur autre chose. Voilà, ils ont un peu exagéré. En fait, on avait l'impression que c'était plusieurs. C'était comme plusieurs séquences animées, comme voilà. Plusieurs dessins animés, plusieurs épisodes, mais assemblés à un seul film. Voilà, un seul film, comme si. Et donc, il aurait presque fallu le voir en coupure, voilà. En fait. Et parce que d'habitude, une heure et demie, c'est le temps de durée d'un film classique avec des acteurs où ça passe relativement vite. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu des longueurs, il y a eu des moments où c'est dommage, ils auraient pu faire des coupures, tout ça. C'est vrai que voilà, on a l'impression que c'était rallongé pour allonger. Ouais, et puis c'était saccadé, comment je veux dire. Ils allaient faire un truc, et après, il n'y avait pas de continuité. Dans l'histoire, il y avait de la continuité, mais dans les actions et tout ça, je veux dire. Oui, à un moment donné, ça repartait sur une nouvelle thématique, c'est ça en gros. Voilà. Oui, genre, bon, tout ça c'est réglé. Ah, mais il y a autre chose, on repart sur autre chose encore à nouveau, donc c'est un peu comme s'il y avait de la surenchère. À chaque fois, la solution aurait pu être la fin, et oui, autre chose. Parce qu'il y avait là une possibilité de fin, et puis finalement, que ça aurait pu se terminer comme ça, et puis finalement, ça repart encore sur autre chose, chose. Mais on se dit, mais ça va jamais se terminer, en gros. Voilà, c'est. Voilà, c'est un peu le point faible de ce film, mais le point fort, c'est que du coup. Après, il y a des personnages, la découverte de personnages. Voilà, dans les points forts, dans la découverte de She-Ra, donc c'est un peu comme si ce film-là faisait la liaison entre la série des Maîtres de l'Univers avec Musclor et la série She-Ra qui est sortie après. C'est un peu comme si ce film-là faisait le pont entre les deux trucs. Comme ça avait été fait. Et du coup, on en apprend un peu plus sur Musclor, on apprend également donc She-Ra, qui est-elle, d'où elle vient. Son passé, tout ça. Donc, si vous êtes fan de Musclor, tout ça, franchement, ce film pour moi est malgré qu'il y ait quelques défauts, qu'il y ait des longueurs, ce film est indispensable pour comprendre mieux, pour mieux appréhender l'univers de Musclor, des maîtres de l'univers, de She-Ra, tout ça. Ce film, je pense que tout bon collectionneur de Musclor doit avoir ce film d'animation. Je pense que c'est un indispensable. On va être d'accord là-dessus, je pense. Non? What the fuck? The Glut. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. T'es en train de jouer à Horizon Zero Dawn. Le deuxième film, donc on l'a vu hier soir. Donc c'est un film qui est considéré comme un épisode spécial. Ça s'appelle Christmas Special, qui dure 45 minutes. On a vu ça hier soir.
Ça me fait penser un peu à Sonic, film de la Noël. première série, oui, un film de Noël aussi, à la première, le genre d'épisode qu'ils auraient pu sortir exprès en période de Noël, un petit peu comme Mais je Doctor pense Who que aussi. ça avait été sorti. Ouais, exactement, comme Doctor Who qui fait régulièrement, faisait régulièrement. Donc ça faisait penser aussi à Sonic, la première série de dessins animés Sonic, parce qu'il y a eu plusieurs dessins animés. La toute première, donc il y a un coffret avec l'intégrale, donc j'ai prévu d'acheter un jour l'intégrale. Mais dans l'intégrale, il n'y a pas le tout dernier épisode. Le tout dernier épisode, chronologiquement, c'est un épisode de Noël. Et le seul moyen de l'avoir, c'est de l'acheter à l'unité sur un DVD à part. Donc j'ai l'impression que ça me fait un petit peu penser à ça. Alors de quoi ça parle cet épisode Christmas spécial? J'ai cru que t'allais dire, ça me fait un peu chier. Non. La fête de Noël arrive comme chaque année sur Terre et avec elle son lot de joie et de bonne humeur pour les enfants. Mais Eternia ne connaît pas cette fête. Les maîtres de l'univers, au cours d'un terrible combat contre Skeletor, vont finalement découvrir le monde merveilleux de Noël et venir en aide à de petits terriens devenus la cible de Horde Prime, le sinistre souverain suprême de la Horde qui a juré d'éradiquer toute forme de bonheur dans l'univers. C'est quoi la partie avec Skeletor là, qui parle? Un terrible combat contre Skeletor. Oui. Oui. Ils se sont un peu enflammés en écrivant ça au dos du boîtier DVD, du coffret. Après, ça commence contre un truc pour surveiller Skeletor. Et là, c'est Eternia, oui, parce que tout à l'heure, c'était l'autre royaume, c'est vrai qu'ils voulaient Eteria. Voilà, c'est marrant parce qu'il y a un royaume qui s'appelle Eternia, l'autre Eteria, donc c'est vrai qu'ils ont. C'est un peu la solution. C'est un peu la solution de facilité qu'ils ont pris pour les noms, mais en même temps, si on veut faire des mondes parallèles différents mais relativement ressemblants, donc oui, ça c'est plus ou moins cohérent quand même. Donc là, c'est un épisode je me fais encore spécial de Noël qui se passe dans le royaume de Musclor. On ne sait pas pourquoi She-Ra, au lieu d'être dans son royaume, elle est là, mais pourquoi pas. Donc après, c'est vrai que elle a peut-être ouvert un pont. Oui, parce qu'il y a, de toute façon, la sorcière disait dans le premier film qu'à n'importe quel moment, il suffit d'appeler la sorcière grâce à son épée et puis à lui ouvrir un passage pour y aller. Donc, étant donné qu'elle a également des attaches dans le monde de Musclor, She-Ra, donc je n'irai pas plus dans les détails pour pas spoiler, elle a des raisons de se trouver là. Donc voilà, donc en plus il y avait un anniversaire à fêter, donc je ne vais pas dire l'anniversaire de qui, ni pourquoi, parce que là ça serait spoiler un peu trop, mais voilà, il y a un anniversaire à fêter, elle est conviée, Musclor est convié, enfin, leur identité normale, puisqu'ils ont, c'est un peu comme Batman et Superman, ils ont une identité normale, et l'identité de super-héros. Donc voilà, les gens connaissent le Prince Adam, ils connaissent Musclor, mais ils ne savent pas que le Prince Adam et Musclor c'est la même personne. Pareil pour She-Ra, je ne me souviens plus de son nom habituel, mais voilà, son nom de super-héroïne c'est She-Ra. Adora, voilà. Et Adora, c'est également le nom d'un méchant dans Fly, le comics, la bande dessinée Dragon Quest, que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est complètement autre chose, puisqu'il a plusieurs noms selon que ce soit la BD, le dessin animé, il s'appelle Adora, Atlar, donc voilà, c'est encore autre chose. Bref, donc Adora qui est She-Ra également. Que dire là-dessus? Donc il y a une fête, tout ça, mais il se méfie toujours un peu de Skeletor, tout ça, et il prévoit de mettre en place une fusée espionne pour être sûr de voir ce qui se passe, sauf que ça part complètement en vrille. Le lancement n'était pas prévu, donc il y a un magicien qui est dans le camp des gentils qui s'appelle comment déjà? Arbok, Corbok, Urbo, je crois. Urbo ou un truc comme ça. Urgo, c'est les pansements. Urgo, oui, c'est les pansements, ça n'a rien à voir. Donc il y a une espèce de magicien du camp des gentils qui se trouve dans cette fusée et qui a malencontreusement, elle se retrouve pour atterrir sur Terre, sur notre planète. Il va faire la découverte de deux petits enfants qui sauvent miraculeusement puisqu'ils étaient en grand danger et qui cherchaient un sapin pour la fête de Noël. Et donc au terme de périple, tout ça, donc les gens de l'univers où il y a Musclor, She-Ra, tout ça, donc ils trouvent un moyen de ramener le magicien, sauf que le magicien prend avec lui les enfants, chose complètement idiote, puisqu'après il faudra les ramener sur Terre, attendre pour Noël. Du coup, il y a de la communication, donc les enfants expliquent un petit peu ce qu'est Noël, esprit Noël, tout ça, donc du coup ils vont essayer de faire quand même quelque chose, c'est vraiment une petite fête, tout ça pour les enfants, enfin les gentils, sauf que voilà, en fin de compte, on connaissait Skeletor, on connaissait Hordak, les deux grands méchants de chaque univers, donc de l'univers de Musclor et de She-Ra. Mais il se trouve, ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y avait encore un méchant suprême au-dessus d'eux, encore plus méchant, encore plus vilain que les vilains. Et donc lui, ça, il n'en veut pas des fêtes de Noël, donc il convoque Musclor et Skeletor. Non,
Je dis quand même. Il convoque Skeletor et Hordak et il leur dit voilà, capturez-moi ces enfants et ramenez-les-moi. En gros, c'est ça, grosso modo. Seulement, ils ne peuvent pas s'entendre, Skeletor et Hordak. Ils ont des contentieux qui datent d'une époque très lointaine et ce que l'on apprend dans le premier film. Et donc, ils vont un petit peu se tirer dans les pattes pour essayer d'avoir les enfants. Et durant toutes ces mésaventures, à un moment donné, Skeletor finit par être plus ou moins attendri et touché par l'esprit de Noël. Donc il va protéger les enfants, tout ça, il va montrer une part de lui que l'on ne connaît pas. Et donc c'est assez marrant, donc je trouve ça assez frais, assez sympa. Ah oui, je suis bien. Et puis voilà, et puis il y a des batailles, des combats, puis finalement on renvoie les enfants sur Terre et tout finit bien. Donc voilà, une sorte de petit conte de Noël. Assez sympa avec une chanson monnaie que je ne connaissais pas voilà, que c'est assez marrant parce que il y a un personnage, je sais plus qui c'est, il avait dit voilà, je viens d'inventer cette chanson là et les enfants ils la chantent aussitôt sans connaître les paroles comme s'ils savaient déjà à l'avance. C'est une nouvelle chanson. C'est voilà, c'est de la télépathie, c'est incroyable. Enfin bref, donc c'est une petite incohérence mais c'est pas bien grave. Personnellement, cet épisode de Noël, beaucoup moins sérieux évidemment que le premier film, forcément. Il n'y a pas eu de problème de longueur ni rien, c'était assez frais, assez original, donc j'en garde un très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé le premier film, mais il était trop long. Et le premier film est quand même très intéressant pour connaître beaucoup de choses. Oui. C'est vraiment indispensable quand même. Et troisième DVD, donc c'était des bonus, donc reportage vidéo sur les jouets, la série de 15 minutes, et puis galerie détail des jouets, galerie mini-comics, avec les jouets, notes de production, tout ça. Inclus dans le Digipack le livret collector. Donc les galeries, tout ça, c'était pas forcément très intéressant à regarder sur les DVD. On a regardé, nous, tout à l'heure, le petit reportage de 15 minutes, qui était, ma foi, très intéressant et très constructif, tout ça en français et tout, par GeoSTFR, donc vraiment en VF. Ma foi, j'ai vraiment bien aimé ce petit reportage, ça valait le coup. Ça avait l'air d'être un reportage français. Hein. Oui, c'est un reportage français. Tu me dis en VF. Oui, non, mais des fois, parce que c'est pas forcément français, puisqu'à la base, Musclor aux États-Unis s'appelle Iman, tout ça. C'est pas forcément c'est français. A l'air d'être. Oui, mais ils auraient pu le faire aux États-Unis puis le mettre en VOCFR, mais non, ça a été fait en France, tout ça. Ça a été fait par l'éditeur Déclic Image. Déclic Image. Ah non! Donc voilà, alors après maintenant, donc il parle d'un petit livret, donc on va vérifier ceci, donc c'est genre de, ça se déplie, comme ça, coffret DVD. Effectivement, il y a un petit fascicule, alors, introduction au film 1 et 2, avec des petites images et tout, avec une texture un petit peu lisse, tout ça, c'est sympa, ça a l'air d'être de qualité quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Introduction au maître de l'univers. Lorsque Lou Scheimer et sa société Filmation donnent vie sur le petit écran aux barbares, monstres et sorciers du monde des maîtres de l'univers, une gamme de jouets prometteuse de Mattel, Musclor et son démoniaque ennemi Skeletor entre dans la légende. Les jouets qui ont inspiré cette série qui se vendait déjà correctement triomphent alors et les dessins animés s'exportent dans un très grand nombre de pays, notamment en France, où Musclor et ses amis vont devenir une des institutions de l'animation pour la jeunesse des années 80. Diffusée dans l'émission culte de Dorothée Cré-Cré A2, à partir du 6 janvier 84, la série Les Maîtres de l'Univers bat des records d'audience et permet à la gamme de jouets d'atteindre des chiffres de vente extraordinaires du jamais vu en ce milieu d'années 80 dans le milieu cartoon et jouets pour enfants. À ce titre, on a appris d'un reportage que certaines figurines, certains des jouets Musclor atteignent maintenant des sommes à 4 chiffres. Il y a des collectionneurs qui les vendent à plus de 1000 euros. C'est complètement dingue. Ça se met à côté plus cher que des jeunesses rares et recherchées. C'est un truc complètement dingue. Des héros et des personnages charismatiques, des histoires originales, variées et jamais violentes, un discours moralisateur clairement ciblé vers les enfants, voici la clé du succès. C'est tout naturellement que pour faire perdurer ce succès, Mattel décide d'élargir la gamme maître de l'univers aux filles en donnant naissance à un nouveau personnage, She-Ra, la princesse du pouvoir. Mais il fallait aussi un dessin animé dédié à la jeune femme et trouver la façon de lier son univers à celui de Musclor, quoi de plus simple pour Filmation. Ah, donc c'est bien ce que l'on avait deviné avec le premier film. Alors, le secret de l'épée.
Le dessin animé de She-Ra arrive en France en remplacement des Maîtres de l'Univers le 24 janvier 86, toujours dans Récré à 2, avec, comme pour la série de Musclor, j'avais 3 ans, une sélection d'épisodes parmi les 93 existants. Mais avant cela, c'est un long métrage diffusé au cinéma qui allait introduire ces nouveaux personnages et tisser la trame scénaristique qui allait unir les deux séries et accessoirement les différents jouets de Mattel. Au USA, les 5 premiers épisodes de She-Ra Princess of Power, Ento Eteria, Beast Island, She-Ra Unchained, Réunion et Battle for Bright Moon sont compilés. Ah, c'est peut-être ça qui fait le film, effectivement, ce que tu disais. Si j'en comprends ça, donc en fait, le film que l'on a vu, c'est les 5 premiers épisodes qu'ils ont compilés. Ah, d'accord. C'est peut-être ça, oui, je crois. Bah alors si c'est ça, c'est chiant, c'est pour ça que c'était... Alors, c'est pour ça qu'il y avait des longueurs, effectivement. Avec quelques scènes en moins, une restructuration de certains passages, des musiques parfois changées, ce montage est appelé Secret of the Sword, en France donc le secret de l'épée, et est diffusé dans les salles obscures. On y découvrait une pléthore de nouveaux personnages, des créatures inédites et tout un nouveau monde, mais surtout les origines de certains personnages importants des maîtres de l'univers. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a trouvé des longueurs et qu'à un moment donné, ça partait sur une autre thématique. C'est parce qu'effectivement, le film est composé de 5 épisodes. Cette façon de développer le vécu des héros en leur offrant un monde et un passé précis était pour le moins originale. Pour les enfants que nous étions alors, ce film fut un succès énorme. On y découvrit non seulement les principaux personnages alliés de She-Ra, la Flèche d'Or, Serenia, Cynthia, Angela, mais aussi les nouveaux personnages clés des jouets maîtres de l'univers qui allaient devenir pour l'occasion les ennemis récurrents de la série de She-Ra. La Horde sauvage ou Horde du malheur, The Evil Horde. La Horde sert clairement de lien entre les deux séries, part intégrante de l'univers de Musclon pour les jouets, part intégrante de She-Ra pour le dessin animé. Ce clan maléfique existe depuis des années et des années. On apprend dans le film quel sinistre passé à Hordak et ses liens avec le puissant Skeletor. Pourquoi t'arrives pas à te concentrer sur vers une cinématique, c'est pour ça. Là, c'est un nouveau truc, des fois, elle parlait. Ouais, donc on finit la vidéo et après je te remets on remet le son sur la PS4. Un grand nombre d'entrées, un succès colossal pour une licence qui était en ce temps-là en plein essor. Le secret de l'épée assure de beaux jours aux futurs jouets des maîtres de l'univers et à la série de She-Ra. Curieux dès lors que jamais ce film ne fut diffusé à la télévision ni publié en VHS, chose désormais corrigée en DVD. Oui, parce que quand j'ai commencé la vidéo, The Blue jouait à Clicker Zero et là il n'y avait pas vraiment besoin de son et entre temps il est passé sur Horizon Zero Dawn. Mais en plus c'est paradoxal ce que je dis. Ouais. Parce que je suis toujours... C'est toujours moi qui dis qu'on n'a pas besoin de son pour Ouais, elle m'engueule toujours parce que je mets le son dans les jeux, tout ça. Elle me dit que ça sert à rien, il n'y a pas besoin. Et en fin de compte, elle se rend compte en jouant Horizon Zero Dawn que c'est quand même un petit peu indispensable. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a une histoire dans tes jeux, des boum boum boum, voilà. Dans Fallout 4, il y a une histoire. Bon, des fois, ils disent aïe, ouille, mais il y a quand même une histoire. Voilà, bon, après, je vais pas non plus tout lire fascicule. Donc, puis certains passages risquent de spoiler. Donc, voilà. Donc là, on a à propos du film le scénario. De quoi ça parle d'autre? Là, ça parle de Christmas Special. Alors, on va peut-être jeter un coup d'œil vite fait. C'est à Noël, le 85, Filmation surprend tout le monde après avoir bouclé la première saison des aventures de She-Ra. Un nouveau long métrage mêlant à nouveau les personnages des mondes jumeaux Eternia et Eteria voyait le jour. Amusante mais bonne idée de la part du producteur qui offrait aux petits américains d'alors un programme inédit mettant en l'honneur à l'écran les célèbres jouets dans un contexte de fête. Christmas Special est pourvu de certaines qualités. D'abord la patte Filmation qui propose ici un dessin animé qui mêle comme à l'habitude de Louchheimer, de l'action, de l'humour et de l'aventure. Et puis surtout il rassemble un très grand nombre de personnages que l'on a peu vus au cours des séries des Maîtres de l'Univers ou de She-Ra. Même s'ils n'apparaissent que parfois le temps d'une scène, le plaisir de voir réunir Fisto, Elephantor, Fluterina, Perfuma ou Pekka-Blue pour les héros ou encore les trop rares Bitet, Serpentor, Multibot ou Spycore pour les méchants procure un certain plaisir pour tout enfant ayant passé des heures à vivre de formidables aventures et les figurines de ces personnages. Oui, ces personnages-là me faisaient penser beaucoup aux Transformers et à leurs ennemis, là, les Medabots ou je sais plus quoi, enfin voilà, les Transformers gentils, Transformers méchants.
Et puis naturellement, le producteur offrait là un vrai et grand spectacle dans une ambiance joyeuse et propice à la fête de Noël. Le scénario est simple mais efficace, l'humour est clairement présent, le côté moralisateur et non violent, cher à Lou Scheimer aussi, pour un second et dernier long métrage, Filmation faisait fort. Bien sûr, ce dessin animé est destiné à un jeune public et certaines scènes peuvent faire sourire aujourd'hui, voire paraître décalées, mais remis dans son contexte et pourquoi pas montrer le soir de Noël, il dégage un charme certain. Oui, c'est ce qu'on a remarqué, on a bien apprécié. Ensuite, donc là, il nous parle de la carte d'Eternia, des lieux importants comme les montagnes des glaces, Avion, les sables du temps, Internos, Palais Royal, Château des Ombres, la montagne du serpent. Donc là, on a certaines notations intéressantes avec la carte avec les deux mondes. Ce petit fascicule, ce petit livret est bien sympa. Là, ça nous parle des produits dérivés et disques. Amusant de constater que la gamme de jouets aura aussi engendré des produits dérivés. À l'époque de la sortie du Secret de l'Épée, justement, Recré a 2 lancé un clip vidéo axé sur les maîtres de l'univers avec une chanson totalement inédite. Avec le temps, cette chanson chantée par Alain Chauffour, l'un des principaux animateurs de l'émission, est devenue si connue que beaucoup de nostalgiques l'ont même pris pour le générique officiel de la série animée. Oui, c'est vrai, c'est une chanson que l'on adore avec Zouglut et que l'on écoute de temps en temps dans sa voiture via une clé USB. La chanson des maîtres de l'univers, qui est confondue comme un générique, sauf que ça n'était pas un générique, c'était une chanson qui avait été créée par Alain Chauffour, qui avait rien à voir. Ouais, voilà, c'était pas du tout le générique en fait, mais voilà, c'est tellement culte que voilà. Pour accompagner cette chanson, ce clip, plusieurs livres, disques, 45 tours sortirent. Il s'agissait d'histoires et chansons racontées là encore par Alain Chauffour autour des maîtres de l'univers. Il nous racontait avec un côté assez théâtral les origines du Château des Ombres ou du Tigre de combat par exemple. 2 albums étaient aussi disponibles en 33 tours avec une histoire là aussi racontée par Alain qui reprenait le déroulement du film et un second qui contenait plusieurs plages musicales BGM que l'on entendait dans le dessin animé. Pourquoi il a fait ça Ça a été lancé par Recréa 2. La chanson a été chantée par Alain Chauffour. Ça a été peut-être une commande par Recréa 2 qu'il a fait pour commande et que finalement c'est. Je sais pas, je pense. Le merchandising. Merchandising. Quand j'ai fait des études de commerce, on disait merchandising, il me semble. Ou le merc aussi. Merchandising. Fut très fort à cette période, Musclor se déclinait sur les serviettes de bain. Ah, ça aurait été cool d'avoir des serviettes de plage Musclor. Les cartables, on vit des gommes aux effigies de nos héros, des tampons. Des tampons, je pense que les tampons encreurs, parce que si des tampons hygiéniques, Musclor, c'est un peu décalé. Et un tas d'autres petites curiosités qui font aujourd'hui encore la joie des collectionneurs dans le monde entier. Et comment évidemment ne pas parler du club des maîtres de l'univers, qui permettrait de retrouver ses héros avec courrier personnel, jeux et petits cadeaux. Si je vois un devis de l'époque. Mais oui. Oh mais non, mais c'est dégueulasse. Mais il ne précise pas tampon encreur, donc moi je le précise. Après, donc là, on a la chronologie de l'histoire d'Eternia, donc ça je vais pas tout lire non plus. Non, puis là ça poursuit. Et là, une série riche en personnages et références. La série des Maîtres de l'Univers se suit avec des épisodes indépendants les uns des autres, même si certains d'entre eux nous en apprennent un peu plus sur les origines de personnages précis. Le passé de nos héros est quelque peu expliqué, mais jamais il ne sera fait mention dans la série de Preternia ou des hommes serpents qui resteront l'apanage de la gamme de jouets. Il est amusant d'observer les influences de filmation pour créer... Non, mais là c'est l'affaire. Amusant d'observer les influences de filmation pour créer Musclor, le prince qui lève son glaive et qui prononce la formule qui aura fait vibrer toute une génération n'était finalement pas vraiment un coup d'essai ni une idée très originale. Avant Musclor, Mi-Filmation avait testé le concept de guerrier avec une épée mystique Black Star, l'homme qui défend les Trobbits, contre le méchant Overlord sur un monde médiéval fantastique et un peu l'ancêtre de Musclor, tant les deux personnages ont des points communs. De même, il semble évident que les équipes de Filmation ont soigneusement observé 2 dessins animés classiques des années 60 de la firme Hanna-Barbera, auteur de Scooby-Doo, My Thor, dans lequel un jeune héros préhistorique se transforme en super-héros lorsqu'il lève sa massue et écrit son nom, ou encore Samson et Goliath, où un jeune garçon et son chien se transforment... Non, là c'est Samson et Goliath, l'un en colosse à la force herculéenne et l'autre en lion immense au pouvoir étonnant grâce à 2 bracelets que les héros frappent l'un contre l'autre. Vous vous souvenez peut-être de ces 2 séries qui étaient passées en France dans les visiteurs du mercredi. Le rapprochement de ces dessins animés avec le duo que forment Musclor et Kringer ne peut évidemment pas laisser indifféremment. Voilà. Et un dernier petit truc à ajouter là-dessus, c'est que le père de Musclor, là, parce qu'on voit son père et sa mère dans les films, le père de Musclor, il ressemble vraiment au prince de Lu. Vous savez, les gâteaux, là, le prince de Lu avec le prince habillé en bleu, rouge, avec sa couronne, tout ça, c'est exactement le prince de Lu, mais avec une moustache en plus et une barbe en plus.
Et moi, le père de Musclor. Et par contre, Musclor, quand il est en Adam, ils ont voulu vraiment faire vraiment trop la différence entre le prince Adam et le prince Musclor. Parce que quand il est en Adam, il s'habille vraiment très rose. Ah, ben surtout dans le premier film. Dans le deuxième film, ça se voit pas trop, mais dans le premier film, le prince Adam, donc quand il y a Musclor, ça va, mais je sais pas c'était qui son habilleuse, mais lorsqu'il est en mode prince Adam, ça faisait vraiment limite un petit peu, je sais pas. Mais voilà, c'était vraiment assez spécial comme goût vestimentaire. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons DVD. Je vais arrêter d'embêter Zouglout qui a besoin de son pour son jeu. Je vous dis à très très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.